Bonjour à tous, merci d'être venus aussi nombreux pour une présentation qui détonne un peu avec le reste du programme. Donc le travail que je vais vous présenter, c'est un rapport de stage de M2 sur les inégalités de genre dans le bagage, et qui avait vraiment pour but de poser un diagnostic sur cette question. Donc avant de commencer, même si je pense que c'est pas forcément utile puisqu'il y a beaucoup d'experts dans la salle, un petit rappel de ce que c'est que le bagage. C'est une activité scientifique qui vise à suivre les populations d'oiseaux. C'est un travail de terrain qui va consister à passer une bague métallique sur la patte des individus, puis à les relâcher. Et c'est une science qui est principalement bénévole et essentiellement participative. Pour pratiquer cette activité, il faut être détenteur d'un permis de bagage, si on veut la pratiquer en autonomie. Il faut donc passer un temps de formation en suivant des modules sur le carnet qui vont être validés par des signatures de bagueurs et bagueuses certifiés. Et pour la majorité des gens, donc, cette formation, c'est synonyme d'un passage en station de bagage pour se former. Et à l'issue donc de cette formation, il y a différentes épreuves pour valider et obtenir sa qualification. Une épreuve théorique, donc, d'identification photo des espèces, et une épreuve pratique qui simule la tenue d'une station de bagage sur une semaine, à peu près. Et pourquoi donc cette étude et ce petit rappel? Parce qu'en 2024, une bagueuse du CRBPO, donc Manon Gillin, qui a mené une étude et elle a constaté que, en fait, pendant ce parcours de formation, les ratios hommes-femmes chez les Z-bagueurs et les Z-bagueuses est à peu près paritaire. Mais à partir du moment où on s'intéresse à l'après-qualification chez les généralistes, il n'y a plus que, en moyenne, 5% de bagueuses qualifiées. Donc, à partir de là, on s'est demandé pourquoi est-ce qu'il y a moins de bagueuses après cet examen alors qu'il y a un intérêt manifeste pour la pratique. Donc, on a posé plusieurs hypothèses, mais le cadre de réflexion du rapport, qui est assez important à rappeler, c'est que c'est évidemment pas une seule raison, c'est une pluralité de facteurs qui sont articulés. Et j'ai emprunté donc à une sociologue une certaine classification de ces facteurs, donc une socialisation différenciée selon le genre, qui va influencer les comportements des unes et des autres, des biais et stéréotypes de genre qui vont formater, on va dire, les interactions interpersonnelles, et enfin une organisation institutionnelle qui va nécessairement aggraver ou diminuer certains obstacles auxquels font face les femmes. Donc ça a orienté tout le questionnement du rapport. Donc on s'est demandé quelles expressions ces différents facteurs d'exclusion ils prenaient dans le bagage, comment les membres de la communauté l'appréhendaient, et enfin, parce que c'est un diagnostic ce rapport, mais il y avait quand même un but pratique derrière, quelles mesures derrière on peut mettre en place pour essayer d'enrayer ces obstacles. Donc pour des raisons évidentes de contraintes de temps, je vais pas pouvoir revenir sur tous les facteurs qu'on a listés dans le rapport, et je vais pas d'ailleurs non plus pouvoir faire beaucoup de points sur la littérature sociologique. Je vous invite à aller voir le rapport qui est sur le blog du CRBPO. Donc j'ai sélectionné les facteurs qui sont le plus revenus dans la phase exploratoire de l'enquête, et que les gens pointaient le plus du doigt comme étant les potentielles raisons d'exclusion ou auto-exclusion d'ailleurs des femmes. Donc d'abord les femmes qui seraient plus sujettes à un sentiment d'illégitimité, qui douteraient plus et qui du coup passeraient moins l'examen de qualification. Ensuite, ce que beaucoup de gens ont pointé, c'est qu'il y a quasiment aucune bagueuse généraliste avec des enfants, et que donc la charge mentale pourrait avoir quelque chose à voir dans l'implication dans le parcours de formation de bagueuse. Et enfin, la hiérarchie dans le bagage, qui peut mener à une certaine ambiance et à des dérives. Pas un sujet très facile, mais qu'il est quand même nécessaire d'aborder. Donc pour faire le tri dans ces hypothèses, on a articulé deux méthodes d'enquête. Une méthode qualitative, donc sur toute l'enquête, il y a eu une vingtaine d'entretiens semi-directifs et plusieurs terrains d'observation ethnographique, parce que puisque je suis étrangère au milieu du bagage, c'était pour mieux me représenter le cadre dans lequel allait se dérouler l'enquête. Et une méthode quantitative avec un questionnaire donc qui a pas mal circulé dans la communauté de bagage. Donc, sur les résultats. D'abord, le sentiment d'illégitimité. Premier résultat, oui, de fait, les femmes se sentent plus illégitimes dans leur pratique que les hommes. Et d'ailleurs, elles se sentent 3 fois plus. Elles ont 3 fois plus de probabilité de se sentir souvent ou très souvent illégitimes dans leur pratique. Donc, nécessairement, ça influe sur le passage de la qualification. Comment on peut expliquer ça? Ça, c'est un grand classique de la littérature sociologique, c'est la socialisation différenciée selon le genre.
c'est-à-dire que dès notre plus jeune âge, on intériorise un certain cadre de normes et de valeurs, et ça va influer sur notre comportement. Bien sûr, c'est des tendances, ça dépend des individus, mais c'est quand même des tendances fortes, et en l'occurrence, on pense que ça peut jouer beaucoup dans le bagage sur le passage ou non de la qualification. Et c'est quelque chose qui est pas mal revenu en entretien, avec beaucoup plus de femmes qui se demandaient, tiens, est-ce que la qualification c'est vraiment pour moi? Est-ce que je devrais vraiment la passer? Tandis que les hommes avaient plutôt tendance à dire, bah ça va être dur, mais après tout, pourquoi pas. Après, par contre, certes, c'est un facteur explicatif, mais ce serait beaucoup trop simple de le faire peser entièrement la responsabilité sur ces personnes qui doutent. Parce que cette intériorisation de normes et de valeurs, donc, due à la socialisation, c'est des normes et des valeurs qui sortent pas de nulle part. Ça vient d'abord d'interactions extérieures. Et effectivement, le volet quantitatif de l'enquête a permis de poser plusieurs constats. Là, je l'ai pas mis sur le diaporama, il me semble, mais les femmes se sentent moins intégrées dans les communautés de bagages et elles sont aussi moins encouragées à passer la qualification que les hommes. 2 fois moins, à vrai dire. Et en entretien, c'est beaucoup ressorti aussi, beaucoup de femmes qui partagent des témoignages en arrivant sur une station de bagages. Personne leur pose la question de depuis quand elles baguent, comment elles se projettent dans leur parcours. Et à l'inverse, elles voient des homologues masculins directement, on leur dit mais tu comptes la passer quand? Montre-moi ton carnet. Et du coup, c'est des opportunités en moins pour progresser. C'est pas nécessairement malicieux, on va dire, parce que c'est des biais qui sont intériorisés et c'est souvent ça se fait de façon assez implicite. Donc nécessairement, quand on évolue dans ce cadre-là, on va moins vers la qualification. Deuxième facteur, la vie de famille et la charge mentale. Ça, c'est une autre hypothèse qui a été assez vite confirmée. Déjà parce que les femmes bagueuses généralistes qui ont des enfants, je crois qu'il y en a une. Donc, forcément, ça interroge. Et surtout, quand on se penche sur la répartition par catégorie d'âge dans la communauté de bagages, à partir donc des répondants, des répondantes, on voit que chez les femmes, il y a une nette surreprésentation dans la catégorie des 20-29 ans. Et qu'après, on a un effacement progressif. Et à l'inverse, chez les collègues masculins, c'est beaucoup plus lisse. Et on voit même que chez les 40-49 ans, ils sont un petit peu plus nombreux. Donc là, on a posé, en lien avec la littérature sociologique, l'hypothèse que c'est tout simplement dû à la charge mentale et la persistance on va dire, de schémas familiaux patriarcaux où la charge de gestion et la charge familiale repose beaucoup plus sur les femmes. Et il y a un autre volet du questionnaire qui montre aussi que les femmes participent moins souvent aux sessions de bagages que les hommes. Et donc cette charge mentale, c'est assez largement documenté en sociologie et nécessairement ça pose une contrainte de temps et ça va freiner l'investissement dans le parcours de formation. Et dernier point, donc la hiérarchie dans le bagage, le travail de terrain et les risques de dérive. J'ai mentionné les séjours en station. Majoritairement, c'est reconnu comme des moments super agréables pour créer des liens sociaux, et c'est vrai, ça change rien à ça, mais ça reste quand même un lieu de formation. Et le but à la fin, c'est quand même de récupérer des signatures sur le carnet pour pouvoir progresser et ultimement, si on a envie, aller jusqu'à la qualification. Et c'est une organisation hiérarchique qui reste assez implicite, mais qui est quand même là. Et ça peut mener, si quelqu'un n'a pas envie de faire progresser un aide-bagueur ou une aide-bagueuse dans son parcours, à de la rétention de signatures. Ça peut donc provoquer un malaise, et ça c'est quelque chose qui a été orienté par le questionnaire et les entretiens qui ont beaucoup fait ressortir ça, et qui ont montré que ce malaise il est plus ressenti par les femmes, qui sont aussi plus sujettes à cette asymétrie, parfois, qui prend la forme tout simplement de remarques sexistes ou sexualisantes. Et ça nous amène donc sur les VSS, les violences sexistes et sexuelles, qui ne sont évidemment pas propres au bagage, mais le bagage, c'est vrai que c'est une activité assez particulière, ça cumule plusieurs caractéristiques qui doivent mener à une certaine vigilance. C'est-à-dire que déjà, on a une hiérarchie implicite, on a une ambiance qui est souvent informelle dans une vie en communauté, sur un travail de terrain dans des lieux souvent dans le rural assez isolés, et la plupart du temps, c'est sur des horaires de nuit. Donc nécessairement, ça coche pas mal de cases pour se dire peut-être qu'il faut alerter, en tout cas être vigilant. Et donc, comme on le voit ici, dans le questionnaire, il y a eu plus d'une centaine de réponses pour chacune de ces deux situations. Donc on comprend bien que c'est un problème systémique et c'est pas juste des cas isolés, même si effectivement en plus dans les entretiens c'est beaucoup remonté. Il n'y a pas une seule fois où en allant en station, j'ai pas eu à minima un témoignage de remarques sexistes, à minima. Parce que parfois ça va plus loin. Donc c'est des retours grâce au questionnaire et grâce aux entretiens qui permettent aussi de montrer que ces situations-là, elles ont surtout lieu dans une certaine configuration
entre une aide-bagueuse et souvent un bagueur. Et ça naît vraiment de cette asymétrie. Donc après, ça laisse le champ ouvert pour réfléchir à comment améliorer ça, comment essayer de court-circuiter ces situations. Et donc ça, nécessairement, même si ça n'arrive pas à tout le monde, c'est une ambiance qui peut totalement pousser vers la porte de sortie. Donc pour résumer, les femmes, évidemment, dues à leur socialisation, qui va potentiellement moins les pousser vers la compétition, moins vers le diplôme, elles peuvent s'auto-exclure de ce parcours de bagage. Mais ce que l'enquête montre, c'est que, en fait, c'est une articulation de nombreux différents facteurs qui viennent des interactions extérieures, qui vont réaliser un véritable travail de sape, en fait, et au bout d'un moment mener donc à un isolement et à un abandon du bagage. Une fois qu'on sait ça, donc, qu'est-ce qu'on peut mettre en œuvre pour changer ça ? Vu que c'est une enquête qui a été encadrée par le CRBPO, la question c'est comment on encadre ça, et naturellement c'est surtout sur les facteurs organisationnels que le CRBPO peut agir. J'ai pas trop eu l'opportunité d'en parler ici, mais c'est vraiment là-dessus que ça va être leur cadre d'action. Et évidemment, le but c'est pas d'obtenir une parité parfaite, c'est pas forcément possible, ni souhaitable, mais c'est plutôt d'essayer d'adresser tous les problèmes qui ont été soulevés par les participants et les participantes de l'enquête. Donc on a plusieurs axes d'action. Donc d'abord, évidemment, la priorité, c'est les VSS, parce que ça touche à l'intégrité physique et morale des personnes. Et là-dessus, il y a vraiment un travail qui peut être mis en place assez rapidement. Ensuite, il y a le parcours de qualification qui peut être réfléchi pour alléger la charge de signature, qui, avec le nouveau carnet, a été beaucoup augmenté, qui pose problème du coup aux personnes qui déjà ont une certaine timidité pour aller demander la signature, et ça peut ne concerner pas que des femmes en plus. Et enfin, on a formé et diversifié les instances d'évaluation, histoire d'obtenir quelque chose à ce niveau-là un peu plus paritaire. Et depuis la publication du rapport, il y a déjà des mesures qui sont en train d'être réfléchies. Donc d'abord, des mesures d'action au niveau des VSS, et ensuite la création de documents de sensibilisation pour les faire un petit peu tourner, essayer d'ouvrir la discussion partout dans la communauté. En s'inspirant notamment de modèles, c'est atroce, de modèles qui ont été faits ailleurs, comme par exemple dans les milieux académiques, avec un violentomètre pour que les gens puissent se situer un petit peu et mettre des mots potentiellement si jamais ils ressentent un malaise, et essayer de s'adresser aux bonnes personnes pour se sortir de leur situation. Voilà, sur cette touche très joyeuse, merci beaucoup de votre attention.